Bonjour Achille. Bonjour Tonton, Comment tu vas? ça va et toi? Ah non, moi ça va aujourd'hui, on pète la forme. Dans notre famille, on parle d'argent de façon Attends, aujourd'hui on parle d'argent. Oui, aujourd'hui on parle d'argent. Ah, pourquoi? Parce que je pense que c'est très important de parler d'argent, surtout pour nous qui venons de l'Afrique. Ah, ok. Et justement, il me vient une question dans la tête. L'argent, Ouais. c'est un sujet très ouvert ou un sujet tabou? Chez nous, dans notre communauté. Oui, du moins dans notre contexte européo-africain. Ça c'est... Quand tu parles d'argent, ça me vient déjà... Étant bamileke, j'ai déjà la chair de poule. Ouais. Regarde, chez nous, on dit kambe. Oui. Kambe, l'argent est important. C'est vrai que l'argent dans notre communauté, c'est déjà assez important, l'argent. Mais parler d'argent, c'est très tabou. Est-ce que tu penses que ça... C'est très tabou. Est-ce que tu penses que ça serait plus ou moins une protection culturelle? Genre, ne pas parler de l'argent ou ne pas exposer l'argent? Après, sincèrement, moi, je te dirais, c'est une manifestation de la sagesse. Hein. Ok, Ne pas parler surtout de ses revenus. ok. Parce que, comme on dit en Afrique, ça attire le mauvais œil. Ouais, c'est vrai quand même Tu vois, que... non? Ça attire le mauvais œil. Ne pas parler de son revenu, c'est une façon aussi de te protéger, tu vois, non? Donc, Parce que je pense que celui qui montre l'argent est automatiquement une potentielle cible. Parce que généralement, dès que tu montres l'argent, les problèmes naissent. Comme on dit souvent, l'argent apporte les problèmes. ouais. Et tu as dit tout à l'heure aussi que ne pas dire son salaire, c'est quelque chose que je pense que tous nos parents africains, on les voit tout le temps sortir, travailler, on les voit tout le temps rentrer du boulot. Et tu oses même les demander combien vous touchez. C'est toi qu'on tabasse, quoi. C'est vrai aussi, on n'expose pas son revenu dans la communauté ou son salaire, proprement dit. Ça a deux angles. Ok. Ça peut être une façon de se protéger, mais aussi c'est qu'on n'a pas les salaires fixes. Oui. Souvent, on vit dans des conditions précaires. En Afrique, régulièrement, les familles vivent dans les conditions précaires. Le salaire, c'est souvent jour au jour. Hein. On n'a Oui. pas un revenu fixe. Mais c'est un peu comme si la majorité, ou surtout si on veut parler du Cameroun, parce que nous sommes Camerounais, Ouais. ce n'est pas tout le monde qui vit dans des situations précaires. Il y a des personnes qui travaillent et ont un salaire Mais fixe. la majorité, quand même. Ok, Ouais. ok. Après, on n'exclut pas le fait que la conversation autour du salaire est tabou. Hein. Ouais, Ça, c'est une réalité. On ne peut pas l'exclure. Mais moi, je rappelle aussi, c'est aussi une forme de sagesse. Mais je trouve quand même que c'est un gros hic parce que par rapport à la génération ou ta génération à toi ou la génération précédente à toi, c'est beaucoup plus un tabou. Mais si tu observes beaucoup même sur les réseaux sociaux actuellement, beaucoup de personnes exposent plus parce que ils exposent beaucoup plus leur richesse. Ils disent même combien ils touchent. Ils donnent même plus des astuces, quoi. Et pourquoi donc ces personnes-là n'ont pas... Selon toi, ces personnes-là manquent de sagesse ou pourquoi ils font cela par rapport à la génération? Après, il faut distinguer. Ok. Il faut distinguer. Il y a les personnes qui sont dans les réseaux sociaux. Le fait de présenter leurs gains, c'est une forme d'appât pour une potentielle clientèle. Quand je dis appât, c'est un peu très fort, mais c'est une forme d'attirer une potentielle clientèle, une façon de dire, vois le business que je fais, ça rapporte. Donc, si toi, tu viens, tu vas aussi gagner comme ça. Mais je pense que s'il y avait une possibilité d'attirer les clients sans présenter leurs gains, je pense qu'ils se seraient un peu retenus. Ok. Après, il y a une autre facette qui, selon moi j'ai trouvé cette facette-là un peu plus toxique. Présenter son revenu qui n'est pas en réalité le vrai le revenu. Parce que c'est ça qui est à la cause. Un revenu fictif, quoi. Oui, pas vraiment, disons fictif, ouais. Ok. Mais c'est pas vraiment ce qu'il gagne.
Tu vois, ils gagnent peut-être moins. Je prends un exemple. Je peux pas m'acheter une Lamborghini, OK. mais je loue une Lamborghini et je dis j'ai une Lamborghini. Ça, c'est pas ma Lamborghini. OK. J'ai loué la Lamborghini. Tu vois un peu? Ouais, oui. Et ça stimule, ça va provoquer chez d'autres personnes l'envie. Et l'envie, pour moi, c'est le pire des péchés. Ça va déclencher quelque chose de très dangereux chez les autres. Parce que après, je pense que nous qui venons directement de l'Afrique pour étudier ou travailler ici, là, on a l'habitude justement de rester toujours tabou sur nos revenus parce que vu de l'Afrique ou vu de ce qu'on a laissé en Afrique, du moment que tu exposes ta richesse ou du moment que tu montres que tu en as, tu deviens le sauveur. C'est vrai, même quand on ne gagne pas, Ouais. quelque part on va être sauveur. OK. La majorité, quand tu arrives en Europe, tu veux montrer à ta famille que tu peux donner un coup de main. Ouais. Tout le monde a voulu au moins se mettre à ce niveau. Et après la réalité. C'est une façon de quelque part de nourrir ton ego. Hein. Oui. Quand tu veux aider tes frères, tes soeurs qui sont restés en Afrique, non? Oui. Tu veux qu'on dise au moins on a le tonton qui réussit quand même à nous dépanner. Oui. C'est une façon de nourrir son ego. Mais on se retrouve dans un piège. Un piège, oui. Tu crées un terrain où l'envoi de l'Afrique, l'envoi de l'argent en Afrique, c'est devenu le fertilisant. Oui, le fertilisant. Le Sans fait ça, d'envoyer ton ego s'hypertrophie. Oui. Et on se trouve dans une situation très, très toxique. Et ceux de l'Afrique profitent de ça. Ils savent que toi, quand tu envoies l'argent, on sent comme tu te sens grand. Oui. Ils vont te créer des situations tout le temps pour que tu envoies l'argent. OK. Mais donc, toi qui entre guillemets, fait beaucoup de retours en Afrique, du moins son dernier retour en Afrique, côté financier, comment ça a été? Comment les personnes t'ont perçu par rapport à ton premier retour, que généralement on sait que le premier retour tu veux. Je vais déjà te dire quelque chose. Dans ma famille, on m'a surnommé déjà monsieur 30 000. OK. Ouais, non, parce que j'ai mis là-bas. Je vais te dire pourquoi. Okay. J'ai mis là-bas, j'ai dit je n'envoie plus de 30 000 au Cameroun. Wow. Je vais te dire pourquoi. Wow. 2024. C'est où il y a une application d'envoi d'argent. Oui. On ne veut pas faire la pub ici. Non. Okay. Je suis allé en fin d'année et j'ai fait le bilan de combien j'avais envoyé en 2004. J'avais envoyé en 2004 14 000 euros. Wow. 14 000 euros, c'est vrai qu'il y avait certaines sommes pour certaines choses de mes commissions. Oui. Mais quand j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est beaucoup. 14 000 euros, c'est un gros chiffre. Justement, c'est beaucoup. J'ai dit, mais c'est très gros. 14 000 euros une année. Wow. Et c'est là j'ai dit, plus jamais je vais déborder 30 000. Wow. Moi, quel qu'en soit le problème dont tu me parles, c'est 30 000, 50 euros. Moi, je connais déjà ça. Je sais que ça donne 40 quelque chose, 47 euros, quelque ça donne chose. 30 000. Et basta. Dites-nous en commentaire si vous êtes aussi monsieur 30 000 comme mon tonton ici présent. Moi, c'est très difficile parce que surtout ce fait-là de dire, quand on vient te poser un problème et dire tu n'as pas, du moins c'est de mon cas, c'est tellement difficile parce que quand même de ma famille, on a grandi, du moins j'ai une petite famille, et on a grandi dans l'entraide beaucoup. Mon père était beaucoup dans entraidez-vous, même si il faudrait que vous souffriez, mais vous devez toujours vous entraider. Mais toi, je veux savoir ta position. Est-ce que toi, tu trouves que il faut envoyer absolument l'argent en Afrique ou il faut absolument pas envoyer, ou il y a des problèmes pour lesquels on peut envoyer l'argent? OK. Est-ce que je veux savoir ta position. Ma position est simplement envoyer de l'argent quand il y a une nécessité et une urgence. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une famille où mes deux parents ont toujours travaillé. Donc, c'est ma mère même qui me disait toujours tout le temps que si tu as ton argent, garde pour toi. Ouais. Donc, j'envoie généralement mon argent et je dis aussi toujours ça aussi à mes proches.
tant qu'il y a une nécessité ou une urgence, c'est à ce moment-là que justement ta position de quelqu'un qui est à l'extérieur doit intervenir. Quand tu dis nécessité, ça peut être ambigu. Nécessité, tu appelles quoi nécessité? La nécessité pour moi, c'est plus ou moins, je peux prendre une anecdote très récente. On fait généralement la réunion au pays. Tu fais la réunion Oui, je fais la réunion au pays. Oui, je fais la réunion au pays. Ouais, je fais la réunion au pays. Donc, la nécessité, c'est simplement parce que je devais payer pour 2 personnes. Donc, normalement, je paye pour une personne, la mienne. Donc, je devais payer pour 2 personnes. Donc, généralement, on dit que tu payes pour moi et la prochaine fois, la personne paye pour toi. Donc, justement, très récemment, j'ai envoyé pour 2 personnes. Donc là, pour moi, je considère ça une nécessité. Donc, l'urgence maintenant, c'est en cas de maladie, en cas de problème urgent. Donc, il peut y avoir peut-être une maison, peut-être quelqu'un qui a un terrain. Donc, si je construis mon terrain, j'envoie justement de façon urgente ou ponctuelle l'argent. Donc, mais si ce n'est pas ça, je ne vais pas envoyer mon argent à quelqu'un qui veut boire des billets. Mais après, il faut le funérail. Oui, non, pour le funérail, non. Parce que c'est pour nous, c'est pas peut-être urgent, mais pour eux au Cameroun, en Afrique, c'est urgent, c'est important. C'est ma mère qui me tracasse toujours. Et quand ma mère m'appelle, elle va bien commencer la causerie. Okay. Après, elle va finir que tu sais qu'en avril, comme ça, on a le deuil. Et j'aimerais vraiment me déplacer. Bon, ça veut dire que quand elle dit elle aimera, non, dès qu'elle parle, c'est que tu envoies. Bon, moi, sincèrement, depuis un bon bout de temps, ça m'intéresse plus ça. Mais toi, maintenant, qui a du moins sur beaucoup d'expérience déjà ici et qui fait des retours au bled, du moins à tes débuts avec l'éducation financière entre guillemets qu'on reçoit tous au Cameroun, et ne jamais parler de ses finances, comment tu as trouvé cette approche-là ici en Europe, du moins à la base de l'éducation financière que tu as reçue au pays? Comment ça a été une éducation? Parce que généralement, quand on arrive ici, là, il y a des nouveaux, là, on appelle ça la Boostapaga, le TFR et quoi encore, ton stipendio même. Tu vois, comment tu as réussi à le gérer avec l'éducation financière que tu as reçue au pays? Ou tu as dû te réinventer de nouveau? Je pense que, à part le concept américain, à part le concept américain où c'est je casse tout, je vous présente ce que je gagne, non. Même les Européens ont la même conception de l'argent comme nous, en Afrique. C'est-à-dire, on n'expose pas. Je me rappelle, mes collègues, je n'ai jamais su combien ils gagnent. Parce que c'était une conversation dans laquelle, quand on entrait, tu sentais que tout le monde était mal à l'aise. Ils étaient beaucoup réticents. Mais quand même, un jour, j'ai croisé un collègue dans le bureau. Un collègue, je t'assure, on avait déposé les Boostapaga. Lui, il était là, il a pris une Boostapaga, je ne sais pas pour qui. Il regardait. Waouh. J'ai rien dit, oui, tu as fermé l'œil, tu dis bon. Après là, j'ai compris quand même que on ne veut pas parler de notre salaire, mais on est curieux. On veut savoir combien les autres gagnent. Ouais. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici, c'est la même chose. Les Européens ont la même conception de l'argent que l'Africain. Surtout l'Europe francophone et l'Afrique francophone. On a la même conception. Mais si tu vas au Nigeria, c'est beaucoup exposé. Ils ont copié plus le modèle américain. Si tu vas en Afrique de l'Est, c'est beaucoup plus le modèle américain. On expose son revenu. C'est une façon de se monter un man, non? Oui, c'est un homme. Voilà, parce que là-bas, chez eux... C'est quelqu'un de viril, charismatique, et etc. La richesse financière, c'est une expression d'ascension sociale. Parce qu'après, je remarque que la pudeur que nos parents nous ont transmise, autant pour moi, la pudeur de l'argent, le fait de ne pas s'exposer et tout, c'est une forme de protection
Mais au même moment, c'était aussi parce qu'ils nous donnaient cette pudeur-là sans toutefois nous dire le pourquoi on nous protégeait. Ils disaient juste que le voisin est méchant. Ils ne disaient pas juste que tu dois garder ou tu ne dois pas exposer pour économiser, etc. Sincèrement, je te rappelle toujours que c'est une expression de sagesse. Ok. Si tu comprends comment la logique de la nature humaine, comment l'humain pense, je pense qu'il est raisonnable de ne pas exposer son revenu. Ok. Surtout quand tu es dans un milieu où les gens ont ce besoin d'argent. C'est comme si tu es un poisson au milieu des tigres. Ouais. On va te dévorer. Surtout dans un contexte africain. Ouais. Voilà, on va te dévorer. Après, peut-être qu'ils auraient pu prolonger avec l'éducation financière dans l'épargne ou l'investissement. C'est peut-être là-bas où les parents ont peut-être un déficit d'éducation financière. Je pense... Et si tu lis je pense que tu as lu le livre, on en a parlé dernièrement, L'homme le plus riche de Babylone. Oui. Pour moi, c'est le livre le plus... comment on dit j'ai souvent les problèmes dans les points. Le plus éducatif dans l'éducation financière. Oui, dans l'éducation financière. Éducatif dans l'éducation dans l'éducation financière, ouais. En réalité, si tu comprends bien, l'éducation financière est simple. C'est ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Il doit y avoir une différence positive. Et cette différence positive-là ne doit pas rester que dans ta poche. Tu vas l'investir. C'est une petite formule. Mais c'est là que tu comprends qu'en réalité, les hommes sont plus drainés par leurs émotions, cette envie de dépenser. Et on n'arrive pas à exécuter cette formule. Chez nous, les parents nous apprennent à avoir ce bilan positif. Après, peut-être qu'ils ne nous apprennent pas à investir. Bon. Oui, justement, parce que après, quand tu prends peut-être ton premier stipendio, quand j'ai pris mon premier stipendio, mon salaire, c'est en italien. Quand j'ai pris mon salaire, du moins, j'ai commencé à économiser. Mais justement, la vraie richesse, c'est de savoir réinvestir son argent, je pense. Donc, tu peux économiser comme tu veux. Mais tant que tu ne peux pas fructifier ou comment investir ton argent, alors tu resteras toujours pauvre. Après, quand tu gagnes même assez d'argent, tu gardes assez d'argent. Il y a l'inflation. Oui. Ton argent, un an après, ça ne vaut plus la même chose. Quand tu vas dans tes supermarchés, là, les prix ont augmenté. Ça veut dire que ton argent a perdu de la valeur. La valeur, oui. Est-ce que toi, tu as déjà dit à la famille au Cameroun que tu as des difficultés financières? C'est vrai qu'il y avait, au début, quand je suis arrivé... Faut dire la vérité. Non, moi je dis... Je suis assez ouvert sur ça. Quand je suis arrivé, je voulais faire un peu le bonhomme. Ok. Je pense que nous tous... Mettez en commentaire si vous avez fait le bonhomme encore. Parce qu'il y a un petit syndrome du personnage principal là, quand tu viens d'arriver. Mettez en commentaire si vous avez eu ce syndrome là. Parce que nous, dans ce studio, on a tous eu ça. Il y a certaines personnes même qui, jusqu'à maintenant, en souffrent toujours. Donc, non. Moi, je voulais faire le bonhomme au début. Le style, compter sur moi, je peux. Et après... c'est une parenthèse. Ma grand-sœur m'avait dit quelque chose quand je suis arrivé, première année. Elle m'a dit, Christian, tu sais quoi, en Afrique, on va beaucoup s'appuyer sur toi et ça sera une façon de te couper les ailes. Et si on te coupe les ailes maintenant, tu vas t'envoler. Tu ne vas pas t'envoler assez. Donc, essaie de priver les gens. Concentre-toi sur toi. Même si son conseil est entré, c'est sorti là. Moi, je voulais gonfler aussi. Oui, bien sûr. Tu vois, j'arrive au premier année, j'achète un téléphone, j'envoie à ma mère. Waouh! Je ne travaillais pas. Tu vois, je ne travaille pas, mais je prends l'argent, j'achète. Tu voulais montrer que non. Je voulais montrer à ma mère que je suis déjà c'est diable. C'est un chef de famille. Et quand il me dit ça, c'est 5 ans après que je dis, ouais, tu avais raison. Que tu avais, là, tu avais raison. Mais aujourd'hui, quand je me trouve dans une situation difficile, moi je le dis. Je le dis
Parce qu'on te demande l'argent, on se dit que tu peux résoudre les problèmes. C'est quand je dis là que je ne peux pas, c'est difficile. Voilà la situation que je vis. C'est vrai que comme on est les chefs du charisme, on aime vraiment le charisme. Le charisme, ça doit rester. Oui. Ça va un peu aller blesser ton charisme, mais bon, c'est pas grave. Mais en réalité, ça ne compte pas. Tu ne peux pas être charismatique avec les poches vides. C'est à travers le livre de Ryan Holiday, Egoist Enemy. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle beaucoup du côté noir de l'ego. Le fait d'avoir l'ego, de penser que non, on est le personnage principal. Oui, c'est vrai. Tu constates que l'ego, c'est l'ego qui nous détruit. Oui. C'est l'ego qui nous détruit, que ce soit dans le milieu universitaire, que ce soit dans les relations de couple. Même dans le travail. Au travail, oui. Après, il faut aller faire la différence entre l'ego et la confiance en soi. En soi, oui. On va penser que la confiance en soi a son aspect positif là, mais quand on exagère trop, souvent, l'ego, c'est une fausse confiance en soi. L'ego nous détruit beaucoup. Et là, après ce livre, sincèrement, je suis devenu un peu plus humble. Waouh, ça me rappelle un peu une phrase de ma mère qu'elle dit tout le temps, que ne jamais montrer à ton ami qui a un grenier vide que toi tu as un grenier plein. Donc, garder toujours, même si tu as un grenier plein, jamais le montrer, parce que du moment que tu montres, tu es exposé à tout ce qui peut arriver de bien ou de mauvais. Donc, garde toujours tes richesses pour toi et avance en silence. C'est la sagesse, c'est une sagesse. Hein. Mais moi, je te dis, va chez les Arabes, même ici en Italie. Oui. C'est quelque chose que j'ai... Les Italiens, je pense qu'ils doivent être très forts dedans. Quand tu vois les facettes, les façades, on dit façade, la devanture. Les façades, oui. Les façades des maisons italiennes, ça ressemble à rien. À rien du tout, oui. C'est quand tu entres dans la maison, tu dis waouh. C'est vrai. Tu dis waouh. Outre que c'est déjà un fait touristique, je pense que c'est aussi lié peut-être probablement à cela. Donc, du moins, c'est parce qu'ils ont dit touristiquement, ils doivent garder cet aspect vieillot. Oui, c'est vrai, mais ils pouvaient les nouvelles maisons. Oui, ils pouvaient, oui. Mais tu vois, les nouvelles, à l'extérieur, il n'y a pas trop, mais à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est vrai, c'est à l'intérieur. La valeur, vraiment, oui. Tu dis waouh. Dis-toi même que pour même prendre certaines maisons ici, là, il y a donc tu peux pas prendre dans tous les quartiers, malgré que les maisons soient d'aspect vieillot, l'intérieur fait en sorte que la valeur marchande de la maison elle-même augmente. Donc ici, oui, c'est vrai. Ici, là, ça se remarque de plus. Et c'est vrai aussi que quand même les Italiens en mentalité aussi financière, ils sont beaucoup, pas pudiques, mais beaucoup réservés. Donc c'est difficile. Oui, je pense que c'est un concept européen en général. Ça doit être une vision européenne. Oui. Dans le monde, il n'y a que les Américains qui sont beaucoup très exposés, extravertis financièrement. C'est là-bas, c'est une façon. Les États-Unis, ils veulent toujours montrer les hommes veulent montrer qu'ils ont 3 testicules. Oui. Moi, je te dis, ils veulent toujours montrer qu'ils font plus de testostérone que les autres. Je ne sais pas pourquoi. L'Amérique a cette folie de vouloir dominer le monde. Oui. Et quand tu vois le Chinois domine le monde de façon humble. Le Chinois est très, il est très discret. Il est beaucoup discret. En réalité, ce sont eux qui dominent le monde. Dites-nous en commentaire si vous avez une mentalité financière plutôt silencieuse ou plutôt extravertie. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous en pensez de ce sujet. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un like et n'hésitez pas surtout à partager. On note généralement que ma génération, plus ou moins, développe leur richesse en parlant. Or, les générations précédentes ont beaucoup développé leur richesse dans le silence. Selon toi, ce décalage générationnel-là, c'est dû à quoi? Pourquoi maintenant, c'est plus les personnes qui parlent? Peut-être comme ce podcast-ci, nous, on est en train de parler de richesse, quelque chose que bien avant, c'était beaucoup tabou. Ouais. Pourquoi ce clash générationnel? Non, après, quand même,
c'est vrai que les canaux de communication ont augmenté. Hein. Avant, tu étais riche. Là-bas, je ne sais pas, à Garoua, tu étais dans ton coin, c'était que les cas de ton coin qui connaissaient que tu étais riche. Oui. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu es riche à Garoua, aux États-Unis, on le sait. Et que tu veux ou pas, les gens vont filmer, ils vont publier. Après, il y a aussi un côté, je pense que la génération d'aujourd'hui veut un peu sauter les étapes. C'est-à-dire même si ce n'est pas une richesse effective, hein, elle veut déjà montrer qu'elle est déjà riche. Ok. Tu vois? Une sorte de paraître, quoi. Oui. Après, ça peut être... Ils peuvent être encore sur le bon parcours de la richesse, mais ils veulent déjà gagner la dopamine de la richesse. Tu sais, sans toutefois l'avoir. Sans toutefois l'avoir. Quand tu lances un projet, le fait de réaliser le projet, tu as un gain de dopamine. Oui, dopamine. Mais le fait de présenter la richesse à bout de parcours, c'est déjà gagner la dopamine avant d'avoir le succès proprement dit. Exactement. Ok. Moi, je voyais ça plus comme par rapport à avant qu'il y avait moins d'accès à l'information. Mais maintenant... C'est ce que j'ai dit, ce point-là. Mais tu sais qu'on est beaucoup en quête de dopamine et c'est aller dérégler notre cerveau. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a moins de patience. Oui, on a parlé de ça dans l'autodidaxie, je crois. La patience. Voilà. Il y a cette absence de patience. Oui. On veut avoir le gain avant. Oui. Et forcément, il faut présenter les choses sur les réseaux et tout ça. Parce qu'on observe quand même que de notre génération, quand même, avec beaucoup l'accès à l'information, il suffit juste que tu demandes même à l'intelligence artificielle que donne-moi des thématiques ou plus ou moins des niches actuellement qui donnent de l'argent et tu te lances et tu as un peu de sous. Donc, je pense que quand même que ajouter à ce que tu viens de dire, l'accès à l'information, que avant ces personnes-là qui allaient chercher l'information et on observait peu de riches maintenant. On a des mini-riches maintenant. Non, attends, je parle pas de l'accès à l'information. Je suis en train de parler les canaux de communication. Ok. Avant, quand tu étais riche, ta famille connaissait, peut-être ton quartier connaissait. Maxi, une partie de la ville pouvait connaître. Ok. Mais aujourd'hui, tu es riche, que tu veux ou pas, dans les réseaux sociaux, on t'affiche. Tu vas passer avec ta voiture, on te filme, on publie sur Facebook. Et quelqu'un aux États-Unis qui utilise Facebook, lui peut te voir, il peut savoir tes finances, il peut même savoir qu'est-ce que tu fais, dans quelle niche tu te retrouves, et peut-être même faire un copy and paste de ton rayon, de ton domaine d'activité. Donc oui, c'est vrai. Et tu viens de dire quelque chose, copier le domaine d'activité, c'est quelque chose, je veux que l'Afrique pense beaucoup à ça. Avant, tu pouvais dominer ton secteur facilement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que dans tout le monde, on peut entrer dans ton secteur. L'information est diffusée. Oui. Maintenant, c'est à l'Afrique aussi de profiter de ça. On peut aller prendre les marges dans d'autres marchés à travers Internet. Je prends l'exemple, le montage vidéo. Oui. Tu peux être au Cameroun et tu montes les vidéos pour des clients aux États-Unis, en France, en Allemagne. Ok. Tu n'es pas obligé de monter les vidéos seulement pour les personnes, les ressortissants, oui, c'est vrai. Donc, c'est aussi, il faut que nous on considère ça, qu'on peut aussi, ça sort un peu du sujet, mais quand tu as parlé de ces revenus, il faut qu'on considère aussi aller grappiller les autres marchés. Oui, parce qu'il faudrait comprendre que au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien d'inventé. C'est juste une sorte de copiage et de collage des vieux commerces qui ont déjà été utilisés. C'est clair que quelqu'un qui est au Cameroun ou en Afrique et qui se lance dans le montage vidéo, il faudrait qu'il sache que s'il veut faire un montage peut-être de quelqu'un qui est en Amérique, il faudrait qu'il déjà
il a une bonne connexion, voilà. Donc, parce que il est très difficile de faire les envois peut-être de 23 gigas. C'est difficile que quelqu'un télécharge. C'est pas parce qu'on envoie 23 gigas. Donc, ils se munissent d'une bonne connexion et tout. Donc, il faut savoir copier et bien coller en fonction, justement, comme il a dit, de la situation dans laquelle tu te trouves ou du lieu où tu te trouves. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tu n'es pas encore marié. Ok. Ouais. Moi, je voulais quand même, à ton âge, avec les expériences que tu as vécues, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il est... que ça soit normal de parler d'argent avec sa compagne? Waouh. Dire combien on gagne, tous ses business, ses revenus, tout. Et toi, tu trouves que c'est une belle idée? Moi, je pense que c'est une belle idée tant que tu trouves la bonne. Parce que si c'est la mauvaise, qu'est-ce que tu fais déjà avec la mauvaise? Si tu sais que c'est la mauvaise, si tu avais elle, tu penses qu'elle est la bonne? Ouais. Alors, donc... Oui, mais je pense que c'est une bonne idée d'être transparent sur ses revenus et que la transparence soit vice-versa. Ouais. Donc, tant que la transparence est vice-versa, pour moi, je pense que c'est une bonne idée d'exposer à sa compagne. Parce que si tu n'es pas autant transparent avec celle que tu as choisi d'être avec qui tu seras transparent. Parce qu'il est clair que même avec tes enfants, tu peux pas. Pourquoi ton enfant doit savoir combien tu gagnes? Je pense pas. Donc, je pense que la transparence, oui, est très importante. Mais tu penses qu'elle sera transparente avec toi? Si elle ne l'est pas, connaissant les femmes, parce que les femmes ont... la femme dit toujours que l'argent de la femme, c'est pour elle, c'est pas pour l'homme. Moi, je pense que la bonne sera transparente avec moi. Mais si tu es déjà avec une femme, oui. Ça veut dire que tu penses qu'elle est la bonne. Oui. Non, mais je pense que les femmes, justement, la logique de la femme qui dit que l'argent de l'homme, c'est mon argent aussi et mon argent, c'est mon propre. Non, ce n'est pas la catégorie de personnes que je pense que je pourrais approcher. Mais, justement, même si je suis avec cette catégorie de femmes, je pense qu'il faudrait savoir amener la personne. Donc, il y a aussi cette façon-là on ne prend toute personne, homme comme femme, nous ne sommes jamais parfaits. Donc, c'est justement parce que nous ne sommes pas parfaits qu'on se complète. Donc, je vais essayer justement de compléter Mais tu ne penses pas aussi que l'argent, c'est un point tellement essentiel, tellement crucial pour la solidité du couple, qu'on ne devrait pas, on devrait avoir déjà des idées fixes dès le départ, avant de se mettre ensemble. C'est pas quelque chose que c'est dans le couple qu'on va essayer d'arrondir les bords ou de... Tu ne penses pas? Ou c'est un sujet qu'on peut dire, ok, on met ça peut-être au 3e, 4e. Non, je pense que du moins c'est quand une relation tend déjà vers du sérieux ou vers un minimum de sérieux, la question financière n'est pas une question à revoir. Ouais. C'est une question à en parler, à donner une clarté déjà dessus. Donc, parce que les finances, ce n'est pas tant la primordialité de l'argent, mais c'est plus la clarté dans ses finances. Parce que plus nous sommes clairs dans les finances, plus on sait où on ira. Ouais. Donc, il faudrait savoir déjà que si je suis avec une femme et qu'on a un minimum de sérieux, alors on avance avec des mini-projets. Si on avance avec des mini-projets, ça veut dire que je sais ce que je peux apporter et je sais ce que tu peux apporter et vice-versa. Ouais. Donc, je pense que oui. Je pense qu'il est très important qu'avec la femme que tu es ou la femme que je serai, la clarté est très importante. Pour moi, c'est vraiment très primordial, ce point-là. Donc, tant que ça tend au sérieux, ça doit être... Ok. Et toi? Ça fait partie des points comme le sexe, comme la relation avec nos familles respectives. Fermez les oreilles, les enfants. Non, pourquoi on va dire le sexe, c'est normal. C'est normal de parler de sexe comme c'est normal de parler d'argent.
Je pense que c'est un point sur lequel il faut être d'accord avant de se mettre ensemble. Parce que si on est dépensier avant le mariage, on ne peut pas arrêter cela après le mariage, dans le mariage. Et c'est un sujet, il faudrait qu'on soit, comme je disais, je me répète, on soit d'accord. Déjà, premier point, savoir nos revenus respectifs. Et deuxième point, savoir comment on les dépense. Comment on investit, comment on répartit, je vais dire en un seul mot, comment on répartit ces revenus-là. Et il faut qu'on aille dans le même sens. Parce que si on est bamileke, si on est moins dépensier et on se met avec une compagne très dépensière, le couple va s'éclater. Mais tu penses que, supposons que tu l'aimes à mourir. Non, il y a plus aimer, non. Est-ce que moi je pense le aimer, je pense aimer c'est peut-être le nom de quelqu'un. Aimer c'est une blague du Cameroun. Il faut garder sa lucidité quand on se met avec quelqu'un. On se met avec quelqu'un par rapport à on aime la personne, mais on aime la personne pourquoi? C'est peut-être parce que la personne a des points positifs. Et peut-être que le fait de mieux organiser ses finances en fait partie. Donc ça veut dire que tu n'aurais pas de problème à une femme qui dit, justement, on remarque ça sur la toile maintenant, une femme qui dit, bon, moi je sors avec un homme qui ne fait pas du 50-50, c'est lui qui porte tout. Non, moi... Parce que tu as dit justement que pour toi, l'amour, c'est pas un point sur quoi tu te focalises. Oui. Justement, pour une femme, qu'elle ne se focalise pas justement sur cela, mais elle se focalise plus sur l'apport financier que son conjoint peut apporter. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Tu accepterais aussi cela ou bien... Non, moi, je ne comprends pas ta question. Toi, tu as dit tout à l'heure que... Parce qu'on a parlé de l'amour et toi, tu as dit que peut-être aimer même, c'est le prénom de quelqu'un. Une femme qui soutient ce même langage-là, du moins, elle dit le conjoint, lui, c'est lui qui doit apporter tout dans le couple. Elle ne doit apporter rien du tout. Donc, c'est-à-dire, l'argent de son homme, c'est son argent. Et son argent, c'est pour elle. Tu accepterais cela? Non, attends, si tu fais une activité qui rapporte les sous, c'est évident que ton argent doit servir au couple. Si tu ne fais rien, tu es à la maison, tu ne travailles pas, je porte la famille. Mais tant que tu sors, il faut voir le couple comme une entreprise. Il faut voir le couple comme une entreprise. Je pense, dans toutes les choses, quand on voit les choses comme une entreprise, où il y a des investissements, on attend les profits. Des résultats aussi. Les résultats. Il ne faut pas vivre avant le bien comme ça. Si tu travailles, on attend un salaire. Et de ton salaire, plus le mien, on va jouer sur ça pour améliorer nos conditions de vie. Pour moi, c'est une logique. C'est plus à... Après, si tu gagnes moins que moi, c'est évident que je vais mettre plus d'argent. Et quelque part aussi, chacun a ses ambitions. Peut-être personnelles. Je peux avoir mes projets à moi, tu as tes projets à toi. Quelque part, nos projets se croisent et c'est ça qui a fait cette compatibilité entre nous. Mais je ne vais pas t'empêcher de retirer une partie de cet argent pour investir dans ton projet à toi. Si tu veux te lancer dans un business, moi, on s'organise une bonne part, tu épargnes, mais une partie, tu cotises pour maintenir au moins le bon fonctionnement du couple. Donc, ça veut dire que toi, tu serais d'accord avec un 50-50 alors? Non, pas 50-50. Pas 50-50. Pour moi, 50-50, ça, c'est pas sain. Moi, je dis, l'homme, c'est reconnu que l'homme gagne beaucoup plus. À métier, attends, à métier... Polémique. À métier égaux. À métier égaux, l'homme gagne beaucoup plus. Maintenant, si c'est moi qui gagne plus que elle, c'est évident, je ne vais pas lui demander de mettre 1 000 €. Moi, je mets 1 000 €. Non, c'est gagné. Mais on organise les pourcentages. Si tu gagnes moins, tu mets le pourcentage de ce que tu as gagné. Moi, je mets le mien.
on a nos projets individuels. Chacun prend une partie pour investir dans ses projets. Le mariage, pour moi, je pense que le mariage, c'est deux personnes qui avaient déjà leur vie. Leur vie, oui. Et tu ne vas pas couper ta vie aussi, non? Oh, ouais. Dites-nous, nos dames qui nous regardent, là, êtes-vous d'accord avec le 50-50 ou 50-50, trop. qu'est-ce non? que vous en pensez des finances dans un couple? Est-ce un point très primordial ou très important pour vous? Ou c'est quelque chose à revoir après que vous êtes mariés? N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu et partager la vidéo.